bonjour à tous, merci d'être là pour la présentation. Du coup, je vais vous présenter l'avancée du projet autour des réseaux sociaux et des inégalités sociales de santé chez l'adolescent. Donc, c'est un projet ANR Scout que je porte avec différents membres de l'équipe qui travaillent dessus. Alors, le sujet principal, c'est quand même l'obésité sur cet ANR, qu'on connaît comme étant un enjeu de santé publique qui est croissant depuis les années 70 et qui va poser des risques de maladies cardiovasculaires à long terme, de cancer, de mortalité prématurée. La particularité de cette maladie, puisque c'est défini comme une maladie par l'OMS, c'est qu'elle est vraiment multifactorielle. Donc elle va dépendre à la fois des environnements de vie dans lesquels les gens vivent. Donc on sait qu'on va avoir des environnements obésogènes qui vont conduire les gens, par exemple, à adopter des habitudes qui vont être corrélées à des habitudes de vie, par exemple, alimentaires, moins saines en termes de consommation de fast-food, de soda, ou aussi en termes d'activité physique. Et on se rend compte, en fait, que ces comportements de santé, qu'on va appeler liés à la balance énergétique, alimentation, activité physique, sommeil, en fait, sont largement surreprésentés au sein des couches sociales les moins favorisées. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans tous les pays occidentaux, en France et à l'international. Alors, la particularité, c'est que nous, dans une étude antérieure, en suivant une étude états-unienne, on avait constaté dans la région sud ici, donc dans le département des Bouches-du-Rhône et un peu les départements périphériques, qu'en fait, on avait un phénomène d'interaction entre le statut socio-économique des environnements de vie, donc qui est construit à partir de la composition sociale des habitants des quartiers, et le statut socio-économique individuel, donc qui est celui des parents des enfants, parce que là, on travaille avec des adolescents. Alors, le résultat qu'on constatait, c'était celui-là, c'est-à-dire qu'ici, en couleur, vous avez les environnements de vie, donc très défavorisés en rouge, mixtes en vert. En bleu, c'est les environnements plutôt favorisés. Et sur l'axe des abscisses, ici, on a le statut socio-économique des parents des enfants. Donc le SES à l'échelle individuelle, familiale. Et en fait, ce qu'on avait constaté, c'est que le gradient social, il fonctionnait bien dans les milieux les plus favorisés, donc dans les quartiers les plus favorisés, comme on le sait classiquement. Mais à l'inverse, on voyait que dans les quartiers défavorisés, donc dans les écoles défavorisées, il n'y avait pas de gradient social lié au statut social des familles, et on avait même une tendance à l'inversion du gradient. Donc ça, c'était assez intéressant parce que ça remet en question un petit peu le discours permanent qu'on a en disant le statut social n'expose pas sans distinction des milieux de vie. Donc là, on voyait que c'était un petit peu plus complexe. Alors, et donc l'ANR s'est construite un petit peu sur ce résultat en disant comment on peut arriver à expliquer en fait ce phénomène différencié de développement en santé des jeunes, donc pour expliquer cette hétérogénéité. Alors, pour la comprendre, on fait un petit passage via les théories de la socialisation. Donc, chez le jeune, on sait qu'on a des théories de la socialisation qui disent qu'on a une première socialisation qui est primaire, dans laquelle on apprend les grandes habitudes de vie en société et qui s'apprend plutôt au sein du cercle familial et du cercle proche. Et au fil de l'avancée en âge, on va avoir une socialisation qui se passe au sein des différents cercles sociaux que l'on fréquente. Et bien sûr, cette socialisation, elle ne va pas être uniforme, elle ne va pas être une fonction de toutes les personnes qu'on rencontre, mais il va y avoir aussi une socialisation en fonction des personnes à qui on accorde de l'importance et qui sont signifiantes. Donc à ce modèle de la socialisation, on peut ajouter une approche comme celle-ci des cercles sociaux en disant que finalement, on va avoir des cercles sociaux qui vont avoir plus ou moins d'impact sur le développement des jeunes en fonction de l'importance qu'ils y accordent, qu'on peut un petit peu représenter comme ça. Donc ça, c'est une empreinte à Simmel, qui était un philosophe et sociologue allemand du début du XXe siècle. La particularité des jeunes, en s'appuyant sur les différentes études, c'est que du passage de l'enfance à l'adolescence, ce qu'on va voir, c'est que le milieu scolaire est celui dans lequel on va avoir le plus d'effet des pairs en termes d'influence sociale, en fait. Et donc, le parti pris de cet ANR, c'est vraiment un parti pris théorique, du coup méthodologique, c'est d'étudier les liens sociaux au sein des écoles. Et quand on étudie les phénomènes d'influence sociale, donc il y a deux grands aspects à connaître. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'homophilie. Donc ça, c'est la sélection sociale. On sait que les individus ont tendance à se connecter et à devenir amis avec des gens qui leur ressemblent en termes de traits. Donc ça peut être des traits physiques, des traits intellectuels, des habitudes de vie. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé l'homophilie, qu'on a déjà constaté dans des études
en termes de comportement lié à la balance énergétique, en termes de comportement addictif. Et le deuxième aspect, c'est ce qu'on va appeler l'induction ou le phénomène d'influence, qui est celui de dire, quand j'ai un cercle social de fréquentation, à quel point celui-ci m'influence et donc j'ai tendance à adopter les traits du groupe au fil du temps. Donc tout l'enjeu de modélisation, c'est de dire comment on peut arriver à modéliser l'effet d'influence net de l'homophilie initiale, en fait. Donc c'est vraiment l'objectif empirique de l'ANR. Sur ce résultat initial que je vous avais présenté, en fait, j'avais fait deux hypothèses qui étaient de dire est-ce que finalement, en établissement défavorisé, on n'aurait pas un phénomène de mixité sociale prononcée en termes d'amitié et en termes d'effet d'influence qui dirait en quelque sorte que les amitiés des jeunes dans les quartiers défavorisés sont indépendantes du milieu social de la famille, et ce qui pourrait expliquer en fait qu'il y a un phénomène d'homogénéisation des comportements et pas d'effet du gradient social. Là, il est inversé, mais la puissance est un petit peu faible. Et à l'inverse, la H2, c'était de dire en établissement favorisé, on aurait un phénomène de distinction sociale au sein des établissements les plus favorisés qui ferait qu'au cours du temps, on aurait un phénomène en fait, de divergence d'adoption des habitudes de vie, donc un accroissement des inégalités sociales de santé. Ça, on l'avait constaté en lycée. Alors l'ANR, on a dit, on va aller prendre au début du collège pour espérer voir ce gradient apparaître au fil du temps via le phénomène des cercles de fréquentation. Cette approche, je pense qu'elle peut avoir un intérêt pour la santé publique au sens large, où on sait qu'en santé publique, on a tendance à traiter les différences sociales comme une addition d'individus déconnectés. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que généralement, l'approche qui est utilisée, c'est le probability sampling, où on fait un échantillonnage aléatoire de personnes pour avoir un échantillon représentatif. Mais de ce fait, les individus, ensuite on va les diviser par rapport à l'outcome de santé. 1, 0, ça peut être l'obésité. On va trouver des facteurs de risque, par exemple ici sur le statut social, et puis on va dire, tel facteur est un facteur de risque à tant de points, etc., par rapport à ne pas l'avoir. Le problème de ça, c'est qu'il y a des gros postulats sur l'indépendance des observations, et ça traite finalement les individus comme s'ils étaient déconnectés du monde social. En tout cas, comme si on ne modélise pas leurs liens sociaux avec les autres et leurs liens d'amitié. Alors pour basculer de cette approche de probability sampling à l'approche d'analyser les liens sociaux, en fait, il faut venir sampler par grappe au sein d'un contexte social donné. Et au sein de cet échantillonnage, on va venir voir ensuite dans quelle mesure les liens qu'ils ont entre eux sont liés aux événements de santé que l'on peut constater ou aux comportements qu'ils adoptent. Donc les individus sont connectés, les liens sociaux pourraient expliquer une part de la variance des comportements des événements de santé. Et ça, je pense, ça pourrait avoir des implications en termes quantitatifs et puis ensuite pour la santé publique sur des programmes communautaires, les stratégies de communication, parce que ça veut dire qu'on ne s'adresse pas à des individus isolés, mais à des groupes d'individus qui adoptent de manière homogène le même type de comportement ou qui sont affectés par les mêmes types de problématiques. L'objectif général, finalement, derrière ce projet, c'est de comprendre le développement des inégalités sociales de santé à travers les réseaux sociaux des individus. Alors, pour faire ça, la méthodologie, on a à la fois une partie quantitative, dans laquelle on avait prévu de recruter 3000 adolescents à l'inclusion en début de collège, dans 21 écoles, 3 ans de suivi jusqu'à la fin du collège, avec 4 points de mesure, et une partie qualitative, plutôt ethnographique, avec des observations en milieu scolaire. Donc ça, c'est Camilla Oliveri, qui est étudiante en doctorat là-dessus, et des entretiens semi-directifs. À l'échelle de la première vague, on a réussi à atteindre un petit peu plus de 2000 adolescents dans 19 écoles, donc c'est pas mal. On n'a pas les 3000, c'est normal, mais on avait visé un peu plus haut. Alors là, pour la présentation, j'ai décidé de faire une étude de cas. Donc, c'est des résultats préliminaires sur un comportement particulier en termes alimentaires, donc qui est celui de la consommation de fast-food, donc qui est lié à la balance énergétique, qui est lié à la prise de poids, etc. Ici, on a descriptivement, de manière classique, le gradient social entre
les collèges très défavorisés. Donc là, on voit que les consommations de fast-food, elles vont jusqu'à 2-3 fois par semaine, 4-5 fois. Et on voit clairement que la distribution, elle est orientée au milieu plutôt à droite par rapport à celle des milieux favorisés, les collèges favorisés, où là, on voit très clairement que la modalité la plus forte, c'est moins d'une fois par semaine, 56%. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment un gradient social. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas expliquer cette hétérogénéité, cette variance de ceux, par exemple, qui, ici, adoptent des bons comportements de santé, ici, adoptent des mauvais. Est-ce qu'on ne peut pas l'expliquer à travers leurs cercles sociaux ? Donc là, c'est une visualisation des différents réseaux qu'on a obtenus là, sur l'analyse préliminaire. Donc là, pour l'instant, on a 9 collèges, où là, on va voir les différentes couleurs, les catégories de consommation. Et déjà, d'un coup d'œil, on peut repérer des choses, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Ce qu'il a fallu faire ensuite, c'est dire comment on peut arriver à modéliser l'influence des pairs, à voir si le réseau social d'un individu était lié, en fait, par exemple, si je prends ce point rouge, dans quelle mesure sa couleur rouge, sa consommation, est liée aux individus auxquels il est. Il faut essayer de modéliser la consommation des pairs. Alors pour faire ça, en fait, on a fait des modèles mixtes multiniveaux classiques, sauf qu'à l'équation classique ici, donc, où X est un ensemble de covariables, on va ajouter ici le N, ça va être le terme du réseau. Et donc le terme du réseau que l'on a créé, c'est quand on a ici un égo, donc un égo J, il est connecté à un ensemble d'altères, donc de 1 à K. Et ce qu'on a fait tout simplement ici, donc c'est les linéaires et mean modèles, c'est qu'on est venu chercher la moyenne des individus auxquels il était connecté pour venir intégrer cette moyenne au sein de la modélisation linéaire classique et pour voir la relation qu'il y avait entre les deux. La première chose, c'est le graphe descriptif, où ici, on a la moyenne de consommation des pairs en termes de fast-food. Donc plus c'est à droite et plus la moyenne des pairs consomme à l'échelle de l'ensemble des établissements. On les a divisés en 2 groupes, les collèges défavorisés et les collèges favorisés. Et ce qu'on va constater, c'est que finalement, au sein d'un même établissement scolaire, on se rend compte que il y a une différence significative intercollège, mais surtout, on a finalement un gradient comportemental par réseau d'amitié. Donc en fait, on se rend compte que l'inégalité de consommation au sein d'un même établissement, donc là par exemple le bleu, donc c'est les défavorisés, on se rend compte qu'en fait, il y a une distribution des réseaux sociaux, des moyennes différentes de pairs, tout le long en fait de la courbe. Donc ça veut dire qu'en fait à l'intérieur on a une inégalité par réseau social en fait de fréquentation, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit complètement homogène. Et donc ça on va l'avoir en milieu favorisé, en milieu défavorisé. Et quand on vient regarder au sein d'un établissement choisi et qu'on vient voir si le statut social en fait on a un gradient en fonction du statut social au sein même d'un établissement, on se rend compte que ici, comme on l'a vu au tout début, le statut social en fait n'est pas associé à des comportements plus ou moins positifs. À l'inverse, on voyait que là-haut, le réseau social, lui, créait un gradient en termes alimentaires et en termes de santé. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de se décaler par rapport à l'usage de la catégorisation socio-économique classique. Donc les comportements s'organisent par réseau d'amitié indépendant du SES. Et ensuite, ici, on a les résultats des différentes modélisations en plusieurs étapes. Donc le modèle 2, ici, vient analyser le comportement de consommation de fast-food avec cet ensemble donc, de sexe, statut socio-économique, différents comportements de santé. Et ici, on va avoir un indicateur, le CR carré, qui, grosso modo, va représenter la quantité de variance expliquée qui est à 21%. L'étape suivante, on a intégré notre terme de moyenne locale. Ce terme, quand on l'intègre, on voit que la taille d'effet est plus importante. Par contre, on ne gagne pas en pouvoir explicatif sur le modèle. Pourquoi là on ne gagne pas ? Qu'est-ce qu'on a fait ensuite ? C'est que dans ce modèle-là, on considérait les liens sociaux, quelle que soit leur direction. Donc on prenait la moyenne locale des individus avec qui un égo, un individu donné, était connecté, même si lui n'avait pas dit qu'il était ami avec X, mais que X avait dit qu'il était ami avec lui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réciprocité. Et on sait qu'en amitié, la réciprocité, c'est important,
même en termes d'influence. Donc le modèle suivant, on est venu limiter le graphe uniquement aux liens réciproques. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est que l'effet monte de manière significative et surtout, on a une part de variance expliquée qui monte de manière très importante, donc de l'ordre de 20%. Quand on fait cette modélisation en utilisant une modélisation logistique, donc là on a l'odds ratio, donc il est plus simple du coup à interpréter. On voit qu'il est assez fort l'effet, donc il est de 5 pour expliquer la catégorie de consommation plus de 2 fois par semaine par rapport à moins de 2 fois par semaine. Donc ça, c'est pour l'instant une des analyses préliminaires qu'on a, sans effet d'interaction en fonction du statut social. On aurait pu imaginer que les jeunes de milieux défavorisés, il y avait un plus gros effet des pairs, en tout cas une plus grosse corrélation à la moyenne locale. Inversement pour les milieux favorisés, en fait, on se rend compte que l'effet est le même pour les deux, donc on a les mêmes trajectoires sur les équations. Et ensuite, on s'est posé la question de dire, est-ce que finalement, il n'y a pas un effet de pair général, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une connexion entre le comportement de fast-food des amis et le sien, mais ce serait un effet de pair général et en fait un peu une corrélation faussée. Donc ce qu'on fait, c'est que là, on a intégré les moyennes locales de tous les comportements de santé, l'activité physique, la sédentarité, le sommeil, les jeux vidéo, pour expliquer le fast-food aussi. Et ce qu'on voit qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est vraiment la moyenne locale du fast-food qui explique le fast-food, la moyenne locale du sommeil qui explique le sommeil, de l'activité physique qui explique l'activité physique. Donc ça, on trouve que c'est un caractère robuste en termes d'analyse. Ça montre qu'il y a vraiment peut-être un effet d'influence caché derrière. Surtout que ces jeunes, on leur demandait de répondre sur tous les amis qu'ils avaient à l'échelle d'un niveau de collège, donc de plusieurs classes. Parfois, on a 6 classes, 8 classes, 10 classes. Donc quand ils répondaient, ils n'étaient pas dans la même classe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, ils ne connaissaient pas les réponses des copains. Parce que d'ailleurs, on se rend compte que, j'ai plus le chiffre exact, mais on est environ à 50% de liens intra-classe d'amitié et 50% de liens extra-classe, en fait. Donc, on a vraiment cet aspect. Donc, en conclusion intermédiaire, on voit que, pour l'instant, donc, les comportements de santé sont partagés par les adolescents. À milieu homogène, le statut social n'est pas en lien avec les comportements de santé. Donc ça, je pense que c'est très important. À milieu homogène, le gradient social s'estompe au profit d'un gradient lié au réseau d'amitié. Je pense que c'est un des résultats principaux. Et nos vagues de collecte 2 et 3, elles vont permettre d'inférer les effets d'influence sociale, parce qu'on aura l'homophilie initiale, et on pourra voir si cet état initial permet d'expliquer les trajectoires comportementales, ce qui est vraiment l'objectif de cette recherche. Et ça, on devra utiliser d'autres techniques de modélisation. Je pense que ça, c'est important en termes d'implication pour la santé publique, c'est que les messages que l'on produit, ils peuvent être stigmatisants pour des réseaux de personnes qui sont connectées entre eux. Donc quand on dit « il faut bouger » ou « il faut bien manger », en fait, on ne s'adresse pas juste à des individus isolés, mais on voit bien que en fait, ça va être un groupe d'individus connectés dans le tissu social qui adoptent un comportement donné. Donc en fait, on dit à cet ensemble de personnes connectées qui ont des liens intimes, proches, etc., en fait, vous ne faites pas bien, il faut changer. Donc je pense que ça peut avoir des implications aussi sur tous les aspects liés à la stigmatisation. Et bien sûr, incite au développement de programmes de prévention fondés sur les pairs. Donc les perspectives, les axes de travail sur l'ANR maintenant, donc au-delà de l'aspect longitudinal de la modélisation, qui est un axe clé, c'est d'abord un travail sur la socialisation, donc à la fois en établissement scolaire, par les observations et les entretiens de la partie qualitative, où là on va pouvoir rentrer dans les mécanismes et voir ce qui se passe de manière fine, ce qu'on ne peut pas faire d'un point de vue quantitatif. Et d'un point de vue quantitatif, là, on cherche à caractériser les liens d'amitié par domaine de partage. Parce qu'en fait, les jeunes, on leur demandait, pour chaque ami qu'ils avaient, ce qu'ils partageaient avec lui. Est-ce qu'avec lui, tu fais du sport ? Est-ce que tu te vois dehors ? Est-ce que vous faites une activité artistique ensemble ? Pour essayer d'un peu affiner, en fait, ce réseau social et voir si ce qu'ils partagent peut améliorer encore la compréhension du phénomène. Et l'autre aspect qui est très important, c'est étudier les effets de la mixité sociale sur le développement des inégalités sociales de santé. Donc ici, c'est des analyses de permutation qu'on a faites. Sans rentrer trop dans les détails, en fait, on a réalisé ici, sur l'axe des abscisses, vous avez à gauche,
la ligne rouge, c'est l'homophilie sociale que l'on a constatée dans les établissements. Plus c'est à gauche, plus il y a d'homophilie sociale. Donc ça veut dire que les jeunes sont connectés avec d'autres qui ont le même statut social qu'eux. Et plus c'est à droite, plus ça veut dire qu'il y a en fait hétérophilie sociale, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à avoir des amis de différents statuts sociaux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé avec les méthodes de Bootstrap en fait plusieurs échantillonnages aléatoires en gardant le même nombre de nœuds, mais en redistribuant les liens de manière aléatoire dans le graphe. Et donc ça, c'est toutes les distributions qu'on obtient de manière en termes de simulation. Et la rouge, c'est celle qu'on constate. Donc ça montre que celle qu'on constate, en fait, diverge significativement de la distribution statistique qu'on aurait de manière aléatoire. L'idée, ce serait de voir si cette homophilie sociale, en fait, peut expliquer un gradient au sein d'un établissement. Mais bon, là, c'est l'axe de travail qu'on doit faire, où on ne sait pas encore comment on va le faire. Et les analyses longitudinales. Et je vous remercie pour votre attention.